Nouveau journal Afrique, bienvenue à vous sur TV5 Monde. À la une ce mardi en Côte d'Ivoire, à 7 mois de la présidentielle, l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé ne sont pas retenus sur les listes électorales provisoires. Première réaction justement sur notre plateau de Charles Blé Goudé. Et c'est la surprise du jour. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés au Qatar. Ils ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. On en parle dans un instant avec le journaliste et enseignant à Sciences Po, Vincent Hugeux. Et puis en cette 30e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie, nous irons au Bénin où beaucoup d'enfants se forment à la prise de parole en public dès leur plus jeune âge. La Côte d'Ivoire se prépare à la présidentielle du 25 octobre prochain. Mais voilà, l'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ex-premier ministre Guillaume Soro ne figurent pas sur les listes électorales provisoires publiées hier par la commission électorale indépendante. Charles Blé Goudé, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP. Vous avez été l'ancien ministre de la Jeunesse de l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous avez été son co-détenu à la Cour pénale internationale, inculpé dans le cadre des violences post-électorales de 2010-2011. Vous avez été acquitté. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire en 2022. Votre première réaction à cette non-inscription sur les listes électorales? D'abord, je dénonce. Ensuite, je ne suis pas surpris. Oui, vous n'êtes pas surpris. Parce que tout avait été mis en œuvre pour qu'on en arrive à cela. Cette décision d'irradiation de mon nom sur la liste électorale est basée sur du faux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis jugé par contumace, donc à mon absence, pendant que je suis à La Haye. Ce qui me choque. Que vous et Laurent Gbagbo, vous êtes déchus de vos droits civiques en raison de la condamnation pénale prononcée par la justice de votre pays. 20 ans de prison pour des faits liés donc, à cette crise post-électorale de 2011. Pour vous et Laurent Gbagbo, donc oui, vous vous y êtes lancé. Oui, madame. Pour juger quelqu'un par contumace, il y a une condition. Regardez ce huissier de justice qui se rend à mon domicile à Yopougon, qui demande à mes voisins où est Charles Blé Goudé. Et lui disent, on ne sait pas où il est. Pendant ce temps, même vous qui êtes là, vous saviez que j'étais à La Haye. Je ne peux pas être à La Haye et être en Côte d'Ivoire. C'est sur la base de ce faux-là que donc je suis condamné à 20 ans. Ce que je dénonce. Aucune justice dans ce monde ne peut plus me juger conséquemment aux événements de la crise post-électorale 2011. Or, c'est sur cette base que j'ai été condamné. Je dénonce cela. Ce n'est pas juste. On ne joue pas avec la justice. Alors, en attendant, pour l'heure, vous n'avez pas été amnistié par le président Ouattara. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous présenter à la présidentielle. Pour le moment, oui, on va dire ça. Cette liste n'est que provisoire. Mais je continue de dénoncer le fait que je suis jugé et condamné pour des faits pour lesquels j'ai été acquitté. J'ai fait plusieurs années de procès à La Haye. J'ai été acquitté en première instance. Ensuite, en appel, j'ai été acquitté le 31 mars devant toutes les caméras du monde. Donc tout le monde savait où j'étais. Plus le gouvernement de Côte d'Ivoire qui m'y a envoyé. Comment peut-on condamner quelqu'un pour des faits pour lesquels il a déjà été jugé et acquitté? Voilà, madame, ce que je dénonce. La conséquence est que je suis radié de la liste électorale. Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer avec la justice comme ça. En tout cas, on ne peut pas m'enchaîner politiquement pour m'empêcher de ne pas participer à la vie politique de mon pays. Moi, j'ai toutes les aptitudes pour diriger mon pays. Et mon parti me portera. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mon parti se prononcera demain lors d'une conférence de presse. Charles Blé Goudé, on va écouter aussi une autre réaction, celle du président exécutif du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Le PPACI condamne sans réserve les actions de la CI qui constituent à exclure et à entraîner des provocations à l'encontre d'une grande partie de la population ivoirienne. Le PPACI invite ses militants et sympathisants à suivre les consignes de la direction du parti dans le cadre du contentieux électoral et se tenir prêt pour les futurs mots d'ordre. Et vous, Charles Blé Goudé, qu'est-ce que vous allez faire désormais?
Mon parti se prononcera demain lors d'une conférence de presse. C'est M. Charles Blé Goudé qui était à La Haye, qui vient de se prononcer, qui vient de dénoncer, qui lance un appel à tous ceux, toutes les bonnes volontés, qui savent que la Côte d'Ivoire est un pilier en Afrique de l'Ouest, de s'y impliquer pour que cette question soit réglée, pour que nous puissions avoir des élections apaisées et des élections inclusives. Vous allez déposer des recours? Mais bien sûr que nous allons déposer des recours. Parce que la liste définitive est prévue pour juin. Oui, nous avons un temps de contentieux du 22 mars au 5 avril, et c'est une décision que je dénonce, je ne peux pas l'accepter. Et nous allons donc suivre les voies de recours, voilà, au niveau juridique. C'est ce que nous allons faire. Mais en plus de cela, qu'est-ce qui va être fait? Je pense que je ne rentrerai pas dans les détails ici. Je laisse la latitude à mon parti de se prononcer et je me soumettrai à sa décision. Alors début mars, avec 25 partis d'opposition, notamment celui de Tidjane Thiam, Simone Eyive Gbagbo et Pascal Afine-Guessant, vous aviez formé une coalition pour réclamer des réformes électorales, un dialogue politique. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir un candidat unique aujourd'hui? On n'en est pas encore là. Ce que nous voulons d'abord obtenir avec Cap Côte d'Ivoire, c'est des conditions d'élections justes, inclusives, un dialogue politique, des élections apaisées, un dialogue politique avec le pouvoir pour aboutir à des élections apaisées. Vu l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, les plaies n'ont pas encore fini de guérir. Et c'est à cela que nous travaillons. Une fois passé cette étape, nous allons toujours nous réunir avec tous ces 25 partis politiques pour pouvoir déterminer la prochaine étape à faire. On n'est pas encore à un stade de candidature. Ce qui nous réunit, ce sont des idées, ce ne sont pas des hommes. Voilà. Et le dialogue politique, vous ne l'avez pas eu encore? Non, nous avons écrit à plusieurs reprises aux autorités ivoiriennes. Jusqu'à aujourd'hui, nos requêtes sont restées lettres mortes, mais nous ne désespérons pas. Nous appelons encore à un dialogue parce que c'est ce que nous savons faire. C'est la coalition pour une alternance pacifique. Pour une alternance pacifique, il faut être sûr de gagner. Et pour être sûr de gagner, il vaut mieux avoir un candidat unique. Je vous dis qu'on n'en est pas encore là, madame. Ça ne veut pas dire que nous le refusons. Nous travaillons d'abord à obtenir des conditions d'une élection transparente, inclusive et apaisée. Une fois cette étape passée, nous sommes là, nous travaillons ensemble. Et nous allons travailler ensemble davantage. Et puis ensuite, on verra à quelle étape on va discuter de ce dont vous parlez. Et une révision de la liste électorale? C'est ce que nous avons demandé. Apparemment, le président de la CEI n'en veut pas. Il veut nous dicter sa loi. Il dit que c'est lui qui décide. Non, c'est lui qui propose. Il n'en veut pas parce que le temps est court? Pardon? Il n'en veut pas parce que le temps est trop court? Qu'il nous demande le temps, on lui donnera le temps. Nous préférons perdre du temps que de perdre de vie. Voilà. Et quand il nous parle, c'est nous qui allons compétir, ce n'est pas lui. Lui, il a un droit de redevabilité envers nous. Il nous doit des comptes. C'est nous qui compétissons, ce n'est pas lui. Et donc, quand nous lui demandons dans la majorité que nous voulons une révision de la liste électorale, il ne peut pas s'imposer. Il dit que tous les partis politiques de l'opposition ont signé un accord avec lui. Moi, sur ce plateau, je vous l'ai dit que moi, je ne me sens pas concerné par cet accord parce que je n'ai aucun représentant à la commission électorale indépendante. Ce que nous voulons, c'est qu'ils prennent en compte ce que nous demandons et qu'on ne puisse pas nous mettre dans le milieu droit. En attendant, le président Ouattara ne s'est toujours pas déclaré. Est-ce que vous pensez qu'il sera candidat à un 4e mandat? Ses partisans l'ont souhaité. C'est un problème interne entre le président Ouattara et ses partisans. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour que nous puissions aller à ces élections et qu'on ne puisse pas exclure des poids lourds comme nous. Parce qu'il ne faut pas priver une bonne partie de la population de son droit de choisir librement celui à qui il veut confier le destin de ce pays-là. Et notre pays a trop souffert. Les Ivoiriens ont trop souffert. Ce à quoi ils ont droit aujourd'hui, ce ne sont pas des pressions inutiles. Ce ne sont pas des tensions inutiles. Ce à quoi les Ivoiriens ont droit aujourd'hui et ce à quoi ils aspirent, ce sont des élections apaisées. Il faut faire en sorte qu'on ne puisse pas, je veux dire, répéter le passé. L'exclusion d'une liste électorale, l'exclusion de candidats, on sait à quoi ça aboutit. Nous n'en voulons pas. Nous voulons servir aux Ivoiriens ce jour-là, une fête en 2025. Comme cela a été lors de la CAN entre les éléphants de Côte d'Ivoire et le Nigeria. On veut que les Ivoiriens ne soient pas crispés, qu'ils ne soient pas angoissés parce qu'on parle d'élection. L'élection en Côte d'Ivoire ne doit pas ressembler à une guerre. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit un pays à risque électoral. Pour le faire, nous demandons au pouvoir d'ouvrir les bras pour que nous puissions discuter. C'est mieux de discuter maintenant, c'est mieux de bien discuter, d'évacuer les questions, même celles qui fâchent. Moi, je suis radié de la liste électorale. Je ne suis pas content, mais j'appelle au dialogue pour qu'on puisse parler.
de notre pays. Et dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts, nous voulons là des élections. En tout cas, en ce qui me concerne, en tant que personne blégoudée, tout ce qui se joue aujourd'hui va au-delà de ma personne. Mais la condamnation qui a servi de base à ma radiation sur la liste électorale, sur ce plateau, je dénonce cette condamnation par contumace parce que je ne pouvais pas être en même temps à La Haye et en même temps à un procès à Abidjan. Je n'ai pas encore eu le don d'ubiquité. Un dernier mot peut-être sur Laurent Gbagbo. Ça va faire presque 3 ans que vous ne vous êtes pas parlé. Comment vous vivez le fait de ne pas parler à votre mentor? J'ai décidé de ne pas parler de cette question. Ce sont des questions que le temps peut régler. Aujourd'hui, nous parlons des questions importantes de la vie d'une nation qui va au-delà de nos personnes. Nous nous battons pour que ce pays-là puisse un jour dire son mot dans le concert des nations. C'est ce qui compte, madame. Pour le reste, on ne met pas au soleil comme ça tous les pagnes. C'est une question familiale qui va se régler en familial et en privé. Charles Blegoudé, merci. Je vous en prie, Je rappelle madame. que vous êtes président du parti d'opposition ivoirien, le COJEP. Je vous en prie. Et puis cette énorme surprise, la rencontre au Qatar entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, alors que les deux tensions étaient vives. Peu d'informations ont filtré. Ils ont appelé un cessez-le-feu, alors que lundi, la FC M23 a annulé sa visite après les sanctions de l'Union européenne contre des militaires rwandais et du M23. Les réactions de la RDC avec ce reportage de Dadi Songo-Ozo, récit Christina Moleova, Florian Gotter. La rencontre tant attendue n'a finalement pas eu lieu. Peu après l'annonce des sanctions de l'Union européenne contre plusieurs dirigeants rebelles et des généraux de l'armée rwandaise, l'AFC M23 déclare qu'il ne se rendra pas à Luanda pour les négociations directes avec le gouvernement congolais. Une nouvelle preuve que les groupes armés ne prennent pas les pourparlers de paix au sérieux, selon Kinshasa. Il s'attendait le moins que la médiation angolaise et que le gouvernement congolais puissent adhérer à la démarche et puissent se présenter. Ils n'ont pas de discours cohérents et politiques à mettre sur la table pour réfléchir sur la paix. L'opposition appelle, elle, les deux parties à prendre leurs responsabilités en acceptant la médiation angolaise pour rassurer la population. D'après la plateforme Sursaut National, les autorités congolaises n'ont pas réussi à protéger suffisamment les civils dans ce conflit. Pour nous, Alternative 2028, Luanda sera le prélude d'un dialogue qui sera ouvert à tous les protagonistes. Gouvernement congolais, opposition, groupes armés, société civile, pour traiter cette question de manière tridimensionnelle. Parce que la guerre, excusez-moi, la crise, elle n'est pas que sécuritaire, mais elle est aussi sociale et politique. Ce politologue estime que seul le pacte adopté par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pourrait apporter une solution pérenne. Le pacte dit, dans son article 5, il y a un protocole de non-agression et de défense mutuelle entre les États membres, les 11 États membres. Voilà ce que dit le pacte. Or, dans les cas d'espèce, si on se trouve devant un fait d'agression, donc on recourt au pacte. Et le pacte dit, dans ces cas-là, si un État ne se conforme pas, il y a un sommet extraordinaire qui est convoqué. Le gouvernement congolais a lui confirmé la présence de sa délégation à Luanda sans préciser le nombre de membres ni leur identité. De son côté, la présidence angolaise a déclaré que toutes les conditions étaient réunies pour que les discussions commencent comme prévu et espère toujours convaincre le M23 de rejoindre les pourparlers. Et pour aller plus loin, Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et enseignant à Sciences Po. Tout d'abord, j'imagine que comme beaucoup, vous avez été surpris d'apprendre cette rencontre au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et Paul Kagame, oui, alors que les tensions étaient vives. Oui, les tensions étaient vives. On avait les regards tournés vers Luanda pour savoir si oui ou non cette rencontre aurait lieu, avec quelle composition, etc. Et voilà que ce qui semblait improbable survient. Tout ça a été préparé dans le plus grand secret, avec une médiation très active donc, de l'émir du Qatar. Je vois peut-être deux hypothèses. D'abord, l'extraterritorialité peut être un atout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parfois s'éloigner du champ conflictuel permet un peu plus de sérénité et en quelque sorte, vous libère de peut-être certaines suspicions sur la neutralité de l'hôte africain. L'Angola était trop proche, peut-être. Peut-être que c'était perçu comme ça par les uns ou les autres. Puis un autre enseignement qui est très intéressant, au fond, c'est que, d'abord,
on se souvient que la dernière rencontre des deux hommes, Kagame et Tshisekedi, remonte à février 2024. Il y a plus d'1 an maintenant. Elle avait été glaciale. C'était dans la coulisse d'un sommet de l'Union africaine. Et puis, on se souvient aussi du rendez-vous manqué de la mi-décembre dernier. Puisque, en fait, ce sommet... Luanda toujours, a été, au fond, déconstruit in extremis. Et j'observe enfin que, du côté de Kinshasa, la ligne rouge qui avait été tracée par Félix Tshisekedi, c'était ce fameux contact direct, négociation, avec la rébellion du M23. Lui a toujours considéré que son interlocuteur véritable, c'était Paul Kagame, puisqu'il est le mentor et le parrain de la dite rébellion, ce qui a été amplement documenté par diverses sources africaines et internationales. Et donc, à partir de là, on peut considérer qu'il a réussi à modifier un peu le format. Mais attention, soyons prudents. Ce qui est advenu aujourd'hui, c'est une prise de contact dont on nous dit qu'elle a duré environ 45 minutes, qu'elle aurait été cordiale, ce qui en langage diplomatique ne veut pas signifier grand-chose. Tout ce qui importe maintenant, c'est de savoir, quelle sera la suite qui sera donnée à cette rencontre inattendue. Et puis ensuite, est-ce que, parallèlement, la rencontre de Luanda va être maintenue? Puisque, en fait... Est-ce que c'est devenu un non-sujet ou pas, vu qu'il y a eu cette rencontre entre les deux chefs d'État congolais? Ce que l'on sait, sauf erreur ou omission, c'est que la délégation de Kinshasa était bel et bien là depuis hier soir lundi. Ils étaient présents. En revanche, celle du M23 s'était, semble-t-il, dérobée. Alors, il va de soi que ce qui s'est passé à Doha aujourd'hui au Qatar va changer la donne. Mais je crois avant tout que ça n'est que, en quelque sorte, le prologue d'un processus de négociation qui peut d'ailleurs s'expliquer aussi par le fait que vous avez des enjeux militaires essentiels. On sait très bien que le M23 a réussi, semble-t-il, d'après des sources convergentes, une percée assez significative dans ce qu'on appelle le territoire de Walikale, qui constitue une sorte de verrou stratégique sur la route de Kisangani. Peut-être aussi avait-il urgence à, en quelque sorte, enrayer cette progression. Et on citait dans l'entourage de Félix Tshisekedi l'un de ses conseillers qui disait ceci: « Nous espérons que cela va calmer les ardeurs des combattants sur le terrain. » Mais quand même, Vincent Hugeux, cette question de timing de l'UE qui sort ses sanctions à la veille de pourparlers de paix, comment expliquer cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les pressions sont quand même convergentes et intenses depuis un certain nombre de semaines pour que l'Union européenne, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'elle, parle clair enfin et passe à l'acte conformément à ses propres textes et à sa propre doctrine. Alors on peut toujours évidemment objecter que le choix du moment n'était pas idéal alors qu'on savait que cette rencontre était assez périlleuse et incertaine. Et au passage, je souligne un élément qui est passé parfois inaperçu. À ma connaissance, il y avait un accord de Kinshasa pour envoyer une délégation, mais pas nécessairement pour qu'il y ait une négociation en direct avec d'hypothétiques émissaires du M23. C'est un format qu'on a vu dans maintes autres crises. Vous pouvez avoir les uns dans une pièce, les autres dans l'autre, le médiateur qui converse avec les uns puis les autres et qui essaye de faire passer les messages. À ma connaissance, il n'y a pas eu de rupture du dogme de la ligne rouge vue de Kinshasa. Et évidemment, la réaction du Rwanda n'a pas tardé. Kigali a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, une escalade des tensions selon Kigali. Depuis le refus de Bruxelles de l'ambassadeur proposé par le Rwanda en août, jusqu'à atteindre un point de non-retour, selon le porte-parole du gouvernement rwandais. Il est au micro de nos correspondants sur place. Nous estimons que la Belgique aurait dû avoir une place de neutralité. Connaissant l'histoire de ces deux pays, elle aurait pu jouer un rôle positif pour essayer de trouver une solution aux problèmes d'insécurité qui règnent à l'est de la RDC et qui ont des conséquences sur la sécurité du Rwanda. Nous avons vu la Belgique militer, la Belgique faire du lobbying
pour faire condamner le Rwanda, pour qu'on prenne des sanctions contre le Rwanda. C'est un pays avec des liens historiques qui existent depuis plus d'un siècle. Donc on ne peut pas dire que le fait qu'il y ait plus de relations diplomatiques n'aura pas de conséquences au niveau économique et social, éducatif. Nous avons une école belge ici. Tout cela peut être impacté. Alors on se souvient qu'en 2012, la communauté internationale avait mis la pression sur le Rwanda. Le M23 avait quitté Goma très rapidement. Qu'est-ce qui ne marche pas cette fois? Écoutez, il y a quand même un paradoxe qu'on se doit de souligner. Le Rwanda, officiellement, a toujours nié être le parrain actif du M23. Or là, on accepte un tête-à-tête, ce qui signifie que lorsqu'on évoque la perspective d'une cessation des combats, on assume une forme de responsabilité puisqu'on estime avoir l'emprise nécessaire pour infléchir le cours de l'histoire et du conflit. Donc, si vous voulez, il y a là sans doute une sorte de conjonction astrale un peu surprenante, mais qui fait que d'un côté comme de l'autre, on mesure que le statu quo était intenable. Du côté de Kinshasa, des inquiétudes extrêmement puissantes en ce qui concerne la situation militaire. Et du côté du Rwanda, et en dépit des négations officielles, le fait que malgré tout, cet effet d'accumulation des critiques, des rapports, onusiens ou pas, et des sanctions, finit par ternir l'image et donc la geste de Paul Kagame à la tête du pays des mille collines. Alors, autre dossier dans l'actu, le Mali qui se retire à son tour de l'Organisation internationale de la francophonie après le Niger. Hier, sur notre plateau, la porte-parole de l'OIF a déclaré que le Burkina Faso a déjà annoncé une démarche similaire. Quelles conséquences, Vincent Hugeux, après ce retrait des pays de l'AES pour l'OIF? Alors là, pour le coup, changement de cap, on peut pas dire qu'il y a vraiment une surprise. Depuis la fracture ouverte, en dépit des efforts du président ghanéen avec la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, on s'attendait effectivement à cette rupture-là, avec une petite nuance d'ailleurs, c'est que bizarrement, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, qu'on vient de citer, ils sont allés en ordre dispersé. On aurait pu imaginer une démarche conjointe. Vous avez eu donc le Niger au son du clairon hier, le Burkina Faso plus ou moins en catimini, puisque à ma connaissance les autorités de Ouagadougou n'ont pas formalisé cette rupture, et le Mali aujourd'hui avec un petit temps de retard. C'était écrit pourquoi? Parce que on est dans une sorte de surenchère souverainiste sahélienne. Et donc, comme la CEDEAO hier, l'OIF est considéré comme une sorte d'instrument postcolonial inféodé à la France. Et vous observez un phénomène assez intéressant, c'est qu'à ma connaissance, et sauf erreur, le Mali a signifié son départ par un courrier adressé au ministère des Affaires étrangères français. Un peu comme si on niait une forme d'autonomie à l'OIF, dont il faut rappeler aussi que le mandat n'est pas uniquement linguistique et culturel. Regardez la charte fondatrice de l'OIF, il est bien question de promotion de la démocratie, de dialogue, etc. Donc, encore une fois, je pense que ça participe de cette sorte de fuite en avant souverainiste pour faire oublier que les régimes putschistes en question, qui invoquent aujourd'hui la Constitution, ce qui suppose quand même un goût assez prononcé du paradoxe, eux qui ont piétiné leur propre Constitution, eh bien, ces pays ont là un bouc émissaire commode, ce qui permet aussi de faire diversion et de faire oublier que la double promesse qui était leur et qui a fait leur popularité absolument indéniable auprès de leur base, c'est-à-dire la promesse sécuritaire d'une part, la promesse transparence des gouvernants d'autre part, n'a absolument pas été respectée. Les conséquences de cette sortie pour ces pays de l'AES? Oui, alors pour eux, je pense qu'il n'y a pas énormément de modifications. Vous savez, c'est pas parce que vous débaptisez une avenue ou un centre culturel. Franchement, quand on regarde le Niger, par exemple, le centre franco-nigérien Jean Rouch, bon, peut-on considérer que Jean Rouch, ce grand cinéaste, connaisseur sans pareil de l'Afrique, était une sorte de représentant d'un néocolonialisme bleu-blanc-rouge? Non, c'est absurde. Donc, je trouve parfaitement légitime qu'on renomme des avenues, des rues, des centres en reprenant les mannes de grands personnages de l'histoire du pays, ou du Sahel en l'occurrence, tout ça est très bien. Mais ne faites pas un grand pas vers
vers la souveraineté simplement en changeant les noms. Donc si vous voulez, pour ces pays-là, je pense que c'est un affichage. En revanche, pour l'OIF, eh bien, évidemment, vous posiez à juste titre la question de l'impact sur l'OIF. Bon, ben voilà, l'OIF, c'était 92, puis 91 pays, c'est 90 aujourd'hui. Ça reste une immense communauté linguistique. Mais mon pari, c'est que comme vous avez des efforts qui sont entrepris pour essayer de jeter une passerelle entre la CEDEAO, pourtant vilipendé par les États sahéliens, et puis les 3 pays en question, il y aura sans doute demain, après-demain, dans une période un peu moins turbulente, un peu moins incandescente, des efforts pour ramener les 3 points en question vers la famille de la francophonie. Vincent Hugeux, merci, journaliste et enseignant à Sciences Po. Merci. Et justement, à l'occasion de la 30e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie, le thème de cette année est « Prenez la parole » qui met à l'honneur le pouvoir de l'expression orale et du débat dans l'espace francophone. Au Bénin, beaucoup d'enfants se forment pour avoir accès à la prise de parole dès leur plus jeune âge. Cynthia Aigron. Comme chaque samedi depuis 9 mois, Emmanuel rejoint le Kid Speaker Programme, où il retrouve ses camarades de 5 à 17 ans pour des cours de prise de parole en public. Dans mon école, on doit faire souvent des présentations et des fois quand on me choisit, j'ai peur. Et ma mère m'a dit que si je ne veux plus avoir peur que d'aller au KFP et de suivre leurs cours pour améliorer ma diction et ne plus avoir peur. Que c'est possible de transformer une passion en une carrière florissante. Nous sommes dans un monde en pleine mutation et il faut qu'on donne aux enfants les compétences de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre la parole pour pouvoir défendre leur point de vue. Pour réussir cet exercice, l'école maternelle et primaire Le Petit Pousset, qui accompagne 274 élèves, leur donne les bases, les encourage à échanger et à prendre la parole autour de causeries. Le rôle de base de l'école, c'est de donner les blocs essentiels du langage. Donc le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison, la syntaxe, comment on structure des phrases, comment on structure un discours. Ensuite, on construit la confiance pour le langage et pour parler, pour la prise de parole. Donc encourager les enfants à parler, dire des phrases simples, à le faire en public, à le faire à haute voix. Se sentir écoutée, pour FIFA la Lune, tout a commencé à ses 3 ans lorsqu'elle est entrée dans le monde de la musique pour s'exprimer. À 12 ans, cette jeune artiste est déterminée à faire entendre sa voix haut et fort. J'ai commencé la musique pour sensibiliser les parents sur l'importance du respect des droits de l'enfant et sur comment prendre soin des enfants pour qu'ils aient un meilleur avenir. FIFA la Lune imagine un Bénin où chaque enfant a sa place et sa voix compte. Les moins de 18 ans représentent la moitié de la population béninoise, selon l'UNICEF. À la fin de ce journal, et vous le savez, l'information continue sur WhatsApp, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tv5monde.com. Et je vous invite également à scanner ce QR code avec votre téléphone portable et vous pourrez retrouver tous nos articles et nos vidéos sur l'actualité du continent. Excellente suite de programme à vous tous et à demain sur TV5 Monde.